Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, le podcast qui permet de mettre les organismes de la région en lumière. Je m'appelle Mylène Saint-Pierre et aujourd'hui, je vais être accompagnée de Julie Coteau de la Volte-Face. Allô Julie! Bonjour Mylène! Comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ça va très bien, contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci! La Volte-Face est quand même un organisme, je pense, en tout cas connu de la population, mais... Comment tu nous la décrirais, toi? Ouais, ben, c'est encore drôle. Je suis tout le temps surprise de voir qu'il y a des gens qui la connaissent pas, qui me disent « Mon Dieu, ça existe! » Donc, la Volte-Face, on est une ressource d'hébergement, d'aide et d'hébergement pour les femmes puis les enfants victimes de violences conjugales. Je dis aide et hébergement parce que, oui, il y a tout le volet hébergement sécuritaire, mais il y a tout le volet aide aussi, qu'on pense au soutien téléphonique, aux rencontres d'intervention de groupes individuels ou même d'accompagnement dans les démarches. Donc, c'est vraiment là un gros service là. C'est pas juste pour les personnes quand elles sont hébergées qu'il y a des services. Il y en a en dehors de l'hébergement en soi. Oui. Bien, en fait, nos services, comment je dirais ça? En hébergement, c'est sûr qu'on va soutenir les femmes et les enfants là, à travers diverses modalités, mais il y a aussi des services sans hébergement. Ce sont des rencontres qui sont gratuites pour les femmes et les enfants. Parfois, c'est des femmes, par exemple, qui sont encore dans la relation et qui se questionnent. Est-ce que je vis vraiment de la violence conjugale? Est-ce que c'est de la chicane de couple? Ou encore, ça peut être des femmes qui se sont sorties d'une relation de violence conjugale et puis là, elles voient qu'il y a des impacts sur les enfants, voudraient que les enfants soient accompagnés là-dedans, ou elles-mêmes, elles ont aussi un travail à faire. Donc, c'est ce qu'on va appeler, des blessures, mais je dirais aussi du soutien dans les démarches parce que c'est pas, après la rupture, c'est pas terminé toutes les démarches. Donc ça, c'est tout le volet des services externes. Puis tu sais, je dirais un autre service qui est un peu, pas méconnu, mais qui est aussi pas nécessairement relié à l'hébergement, c'est l'écoute téléphonique, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien entendu, pour permettre d'être en lien avec les femmes qui vont venir en hébergement et leurs enfants, mais aussi cette écoute téléphonique-là pourrait s'adresser à quelqu'un qui n'est pas en hébergement, qui veut juste de l'écoute, à des professionnels qui ont besoin d'être soutenus à travers l'accompagnement d'une de leurs clientes, par exemple. Qui a des doutes, qui a vu certains signes, va valider son intervention, tout ça. Puis tu sais, une femme qui appelle, j'imagine que c'est un long processus entre je me rends compte, j'identifie des choses qui me dérangent, il me semble qu'il y a des petits accros à je suis dans une relation de violence conjugale. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de trajectoires. Il y en a pour qui peuvent rester, je sais pas moi, 15 ans dans leur relation. On peut m'amener dire « go, je suis prête, je pars ». Il y a des personnes, d'autres femmes qui s'en rendent compte plus rapidement grâce aussi à tout le volet sensibilisation, prévention. Mais il reste que pour partir, il faut que ça soit aussi le bon moment. Des fois, c'est pas sécuritaire de partir. Je veux m'assurer d'avoir toutes mes choses. Donc, c'est vraiment au rythme de chacun. Puis on va prendre, on va travailler avec la femme et les enfants à toutes ces étapes-là, que ce soit avant, après, pendant. Fait qu'il n'y a pas de limite d'âge? La femme vient avec sa famille. Oui, avec ses enfants. Puis à la Volte-Face, on le dit aussi, les enfants peuvent avoir plus que 18 ans. Parce que parfois, il y a des enfants aux études qui vivent encore avec leurs deux parents. Puis si c'est dangereux pour eux, on va les accueillir, même si, par exemple, ça peut être un garçon qui a plus de 18 ans, mais il fait partie de la famille. C'est l'enfant, lui aussi, a besoin de sécurité. Je comprends. Donc, vous aviez combien de lits? De lits, je ne sais pas si on compte ça en lit, en chambre. En fait, notre maison, c'est une maison, bien normale. Il y en a qui disent, est-ce qu'il y a des barreaux? Les gens ont-tu le droit de sortir? C'est les questions qu'on se fait poser parce souvent. Que l'adresse reste... l'adresse est confidentielle. C'est une maison qui est secrète, qui est le plus possible non dévoilée. Elle n'est pas isolée. Elle n'est pas affichée, mais elle n'est pas isolée. Elle est dans la ville de Victoriaville. Donc, nous, on a 8 chambres. Donc, 8 femmes et leurs enfants peuvent être en hébergement. On est financé pour 10 lits, 10 personnes. Ce qui fait qu'il peut y avoir 8 femmes et 10 enfants. Fait que des fois, on se ramasse là, avec 18 personnes en hébergement parce qu'on essaye le plus possible. On ne veut pas refuser quelqu'un qui est en danger. Donc, vraiment, là, c'est important. Et puis, c'est une maison bien normale. Il y a une cuisine, un salon, tout ça, des pièces communes et d'intervention. Mais évidemment, c'est une maison qui est sécurisée. Oui, c'est ça. Elle est normale vue de l'extérieur.
quelqu'un qui sait pas, ils identifieront pas de mon Dieu, c'est normal spécial, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Mais quand que pour les femmes, vous avez mis des choses en place qui Effectivement. sont... Des mesures de sécurité, puis parce qu'il reste qu'on veut prévenir des féminicides, prévenir des décès reliés à la violence conjugale. Là. Totalement. Ouais. On dirait que j'ai encore plein de questions, mais là, on ne sait pas où est-ce que les cartons vont nous emmener. Donc, on va commencer le jeu. Parfait. Donc, je t'explique brièvement. C'est très simple. Un petit dé que c'est toi qui vas brasser. Ouais. Puis, on a différentes catégories de questions allant du rêve, curiosité, défi, impact, souvenir. Okay. Et si tu tombes sur la petite case blanche, ça sera à toi de choisir la catégorie de ton choix. Ouh, suspense! Donc, voilà où est-ce que les questions nous emmèneraient, puis je suis sûre que je vais avoir l'occasion de poser mes questions. Oui, tout à fait. Donc, à toi l'honneur, Julie, tu peux brasser le dé. Quelle sera la première question? Souvenir. Ah, puis ça, c'est le fun parce que, dis-moi, Julie, c'est souvent une question que je pose aux invités. Toi, ça fait quand même plusieurs années là, que tu es à la Volte-Face. Depuis 2004. Depuis 2004. Donc, t'as passé. Est-ce que tu étais intervenante puis tu as monté? Non, je pense pas qu'on monte. En fait, il y a une directrice qui a mis sur pied la Volte-Face en 2002. OK. Moi, je suis revenue dans ma région en 2004 parce que j'étais à Montréal. J'ai été intervenante à Montréal là, dans différents domaines, dont la violence conjugale. Puis j'ai eu le goût de revenir dans mon coin via le Carrefour Jeunesse Emploi, Place aux jeunes. Tu sais, je suis vraiment un produit du retour en région. Puis, un poste qui s'ouvrait à l'époque, c'était un poste de coordonnatrice. Ça avait une autre appellation. OK, fait que ça fait... Ça fait 20 ans, proche 21. Wow. Ben oui. Ben bravo. Ben merci. Donc, pour souvenir, tu devrais être une bonne personne pour répondre à cette... Donc, je vais te laisser choisir la carte. OK, fait que là, dans le bleu, hein, c'est ça qu'on dans le bleu. Dit. Voilà. Je te donne ça. Merci beaucoup. Donc, première question. On veut savoir s'il y a un moment là, dans ton organisme, toi ou ton organisme, qu'il y a eu un moment plus difficile, que tu as eu envie de renoncer, mais que finalement, tu as remonté en selle, comme qu'on dit, que tu étais revenue plus forte de tout ça. Écoute, je pense que c'est peut-être un moment que plusieurs organismes ont traversé et qui a été difficile. Pour nous, la pandémie a été vraiment difficile. Mais là, oui, j'avoue, dans l'hébergement... Dans l'hébergement, on était quand même plusieurs ressources d'hébergement à Victoriaville. Lorsque c'est arrivé, on était quand même... Il y avait 16 femmes et enfants dans la maison lorsque la pandémie a commencé, puis toutes les mesures... Que ça fermait, là, complètement. Que tout fermait, qu'on était dans des... tu sais, isolés, plus le droit d'avoir accès. C'était une crise importante, autant parce que je perdais du personnel qui avait des enfants à la maison. Tu sais, tout ça, c'était soudainement, je me trouvais sur le bord d'être en rupture de service. Les premières journées, j'étais comme, bon, OK, qu'est-ce qu'on installe? Puis, tu sais, ça a été difficile parce qu'il y a des femmes et des enfants qui se sentaient, tu sais, d'autant plus que tu es en maison d'hébergement, là, tu peux même pas sortir. C'était difficile pour elles. Il y en a, malheureusement, qui ont choisi de retourner, puis, tu sais, c'était leur décision, mais avec leur conjoint, tout ça. Et pour les enfants, parce que c'était difficile aussi. Mon Dieu. Donc, c'était une période pour nous où... Autant parce qu'il y avait des situations de COVID, tu sais, là, on apprenait tout avec les sautes, les masques. Au début, on n'avait pas de masque, pas de purée. Quand on pense à ça, là... Pour nous, c'était vraiment une étape difficile. Je me souviens, les gens du CA, ils allaient courir les magasins pour me trouver du Purel. Tu sais, ça a l'air cocasse comme ça, mais c'était pas évident. On n'avait pas l'équipement nécessaire. On n'avait pas accès aux produits parce que c'était les hôpitaux qui les avaient. On pouvait plus, on avait des cas de femmes qui étaient infectées, on pouvait pas prendre le taxi au début. C'était interdit. Fait que c'était vraiment plein de mesures. Il y avait d'une part ça. Il y avait tout le contexte aussi. Les femmes et les enfants se retrouvaient dans leur maison avec le papa, le conjoint violent, et tout le monde était en télétravail. Donc, il n'y avait plus de moyens pour les femmes de nous appeler. Puis moyen de vous appeler, puis moyen d'avoir une certaine pause, là. C'est ça. Elles étaient toujours 24/7 là-dedans. On ne peut pas imaginer à quel point il y a dû avoir de la violence conjugale et familiale. Bien, c'est parce que même des familles qui étaient... Je veux pas dire des mauvaises choses, là, mais dans le sens que, tu sais, une famille était quand même stable, que ça allait relativement bien. Il y a beaucoup de familles qui ont éclaté pendant la pandémie. Bien, effectivement, ça a pu être un déclencheur. Fait imagine quand tu es déjà dans un environnement que c'est pas de la stabilité puis c'est pas de la sécurité. Et là, tu sais, comprends-tu ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Le facteur de risque. Tu es toujours ensemble. Il n'y a plus de moment où tu peux avoir de répit. Mais non. Tes filets de protection, par exemple, l'école pour les enfants, ça pouvait devenir un filet de protection. Ils n'allaient plus à l'école. Donc, toutes je dirais,
les petits signaux d'alarme, parfois, c'est peut-être la DPJ, un enseignant qui voyait quelque chose qui se passait. On n'avait plus ça. Les femmes ne pouvaient pas appeler. C'était très difficile. Donc, il y a même un mois et demi, on n'a eu aucune personne en hébergement. Parce qu'à un moment donné, tout le monde a quitté, là. Ah, puis ça, c'est toutes les femmes et les enfants ont choisi de retourner. Et pendant un mois, on n'avait plus personne en hébergement, mais c'est pas parce qu'il n'y avait plus de besoin. Mais non, clairement pas. Puis donc, ça doit être la seule fois que vous avez vécu ça, d'avoir personne en hébergement. Tout à fait. Puis c'était une période difficile. On essayait de trouver des solutions avec les pharmacies, où est-ce qu'une femme pourrait appeler discrètement, tout ça. Puis aussi maintenir les services. Parce que quand tu as 4, 5, 6 employés qui ont la COVID... Bien, la directrice, il fallait qu'elle rentre la nuit, des fois. Tu sais, là, des fois, je me demandais comment on va faire. Il y a même des moments où on s'est dit, on va-tu être en rupture de service? Est-ce qu'il faut que je ferme la maison pour envoyer des femmes ailleurs, dans les régions avoisinantes? Donc, c'est une période qui était difficile. Les employés ont été super persévérantes, par contre. Tout à prendre ces mesures-là. Comment, en zone rouge, on va porter à manger une femme dans sa chambre, tout ça. Il y a dû y avoir des moments où on a eu des ententes avec des hôtels de la région j'avais des cas de COVID où là, je me disais, bien, je veux protéger d'autres femmes parce qu'il y avait une femme, par exemple, avec 6 enfants. Bien, on a choisi de lui laisser quasiment la maison au complet pour que d'autres femmes soient en sécurité pendant les 14 jours avec d'autres mesures. Fait qu'il fallait être créatif. Puis ça a été un moment difficile où on était comme isolés. C'est dans des moments comme ça que tu vois que il n'y a pas de pause pour la violence conjugale. Là. Non, tout à fait. Il y a des pauses, il y avait des services que c'était en pause et tout, mais ça n'arrête pas, là. Tout à fait. Puis on a assisté, on se le disait, les maisons, à la suite de la COVID, quand ça va recommencer, il va y avoir l'après. Nous autres, on l'appelait, tu sais, eux, ils parlaient de vague de COVID. Nous, c'était la vague l'après-COVID. L'après-COVID. Et l'après-COVID, ça a été des demandes fulgurantes, des taux d'occupation qui ont augmenté, etc. Fait que ça a été une période difficile, mais où je trouve que notre équipe, tu sais, on s'appelle volte-face, puis j'aime ça le dire, on fait volte-face, on s'est reviré de base sur un 10 cents, c'était vraiment ça. Parce que de semaine en semaine, les mesures changeaient, il fallait trouver d'autres façons de donner les services. L'école referme, comment... Bien, c'est parce que je trouve que c'était demander à des personnes de s'adapter quand que déjà leur capacité d'adaptation est à leur maximum. Oui. T'sais. Tout à fait. Fait que maintenant, on en est sorti grandi. Ben oui. Mais on touche toujours du bois pour pas retourner là. Mais non, je comprends. C'était une grosse étape. Puis même au niveau, là, on rit, mais au niveau alimentaire, là, au début, il y avait des rations. Oui, c'est le vrai. nombre de pains que tu avais le droit d'acheter, etc. Là, c'est tout ça. Comment je fais? Moi, j'ai besoin de 10 pains minimum par semaine. Là, c'est pas 15. Fait que non, c'est comment on peut faire ça? Tout le processus de nous, c'est des chiffres jour, soir, nuit, avoir des lettres d'autorisation parce que sinon on se faisait arrêter si on se déplaçait la nuit pour venir travailler. Fait que c'était... je comprends on que en rit maintenant un peu, mais c'était une période où l'équipe a su se retrousser les manches, mais où les femmes et les enfants qui vivaient de la violence conjugale, ça a été difficile pour elles là, et les enfants. En termes de chiffres, y a-t-il eu une augmentation de féminicide pendant On a ça comme information? Tu sais, là, c'est sûr que là, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est sûr que quand on parle, il y a eu des féminicides, vraiment une hausse. Là, je te dirais, je peux pas comparer avec mettons, cette année puis l'année passée. Non, peut-être suffisamment pour que le gouvernement, à l'époque, soit alerté. Puis là, ils ont commencé à mettre des fonds supplémentaires aussi pour la COVID. C'est là qu'est venu aussi tout un mouvement d'essayer de développer des maisons deuxième étape. Puis il y a eu beaucoup de féminicides, c'était très inquiétant. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Mais effectivement, là, ça avait ressorti là, dans les médias. Là. Ouais. Quand même. Oui. Fait que voilà. Bravo. Bravo, honnêtement. C'est sûr que ça a été une période difficile pour plusieurs personnes, mais dans un contexte comme ça, je pense qu'il y avait des défis supplémentaires, peut-être qu'on n'avait pas pensé. Non, c'est ça. Tant qu'on ne le rencontre pas, on ne peut pas se l'imaginer. Voilà. On va aller dans une autre question. Encore la bleue. On la rebrasse ou tu piges? Je te laisse décider. On rebrasse ça. On brasse. Ben oui, parce que là... Défi. Oh, orange. Et voilà, ma chère. Donc, petite question défi. Comment gérez-vous le stress lié aux attentes élevées de la communauté? Ressens-tu une pression de la part de la communauté en lien avec vos services? Bien, communauté, en fait... On ressent une pression parce qu'on fait face à des risques de meurtre.
Oui. Fait que là, présentement, là, je dis ça, là, ça a l'air gros, mais c'est ça. C'est-tu la communauté qui nous met une pression? Je pense pas, mais la situation. Présentement, malheureusement, on refuse beaucoup de femmes et enfants en maison d'hébergement parce qu'on est plein. C'est comme ça au Québec. Là, on revendique des places supplémentaires. L'an passé, cette année, on a refusé autour de 150 femmes et enfants. C'est sûr qu'on va les relocaliser dans d'autres maisons si on est capable. C'est ça, c'est pas seulement 150 femmes qui n'ont pas eu de service, mais ils n'ont pas eu des services à votre maison. À notre maison, mais parfois, on n'est même pas capable. Elles sont sur des listes d'attente, elles ne trouvent pas de place au Québec. Ça, c'est stressant. Parce que là, on sait la situation qui se passe. On essaie de mettre des filets de sécurité, de voir... des fois, il y a des situations très à risque où on va faire ce qu'on appelle des cellules concertées avec des acteurs au niveau de la sécurité, par exemple la SQ, tout ça, pour essayer de mettre des scénarios de protection là, dans les cas très à risque. Mais ça, c'est une pression. Nous, on ressent, on est déçus. On le sait que la femme, elle était prête à partir, elle appelle, puis elle peut pas venir. Elle peut pas. Puis là, puis tu sais, des fois, il peut y avoir de la colère. Là, vous nous dites de vous appeler, mais vous n'avez pas de place. C'est sûr qu'on va mettre l'écoute téléphonique en place. On peut parfois faire des rencontres individuelles. Ce stress-là, quand tu as la réponse d'une femme au bout du téléphone qui a dit « j'étais prête », parce que c'est tout qu'un processus, j'imagine, pour une femme, entre « j'identifie que je suis en situation de violence conjugale », je veux faire une démarche X et je sors de la maison, il peut avoir... c'est sûr qu'il peut avoir un laps de temps. Pas nécessairement en termes de temps, mais de mobilisation de la personne. Prendre le téléphone, ça doit pas être évident, là? Non, c'est pas évident. Par exemple, il y a des femmes, des fois, qui vont utiliser beaucoup notre ligne d'écoute téléphonique pour prendre le temps de prendre un recul. Il y en a d'autres qui en auront jamais parlé, puis des fois, il peut y avoir une intervention policière sur place, puis c'est les policiers avec la femme qui... Mais tout le courage quand même, peu importe le chemin, c'est un courage que ça prend à la personne. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis quand on ne peut pas y répondre ou on répond avec un délai, quand, tu sais, on essaye vraiment d'être le plus efficace possible, mais on ne se le cachera pas. On a quand même une liste d'attente en externe. Puis en hébergement, bien, c'est ça, c'est inquiétant parce qu'on se dit... comment la situation va évoluer. Donc, il y a quand même on met en place des mécanismes. Parfois, pendant que c'est très à risque, on peut même, pendant quelques jours, payer une chambre d'hôtel, mais c'est pas une solution à long terme. Fait que c'est sûr qu'il y a quand même une pression. Fait que ça, on ressent ce stress-là, les intervenantes, et... Je dirais que c'est une charge mentale de dire, mon Dieu, là, comment on va pouvoir faire ça? S'assurer d'être disponible, répondre à leurs besoins. Fait que les attentes élevées de la communauté, c'est de pouvoir répondre aux attentes des personnes qui ont besoin de vos services. Ben oui, tout à fait. Ça, je pense, malheureusement, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont confrontés... Ben oui, à la limite. À la limite de leur capacité, là. On peut pas aller outre. Déjà, je crois, on est très créatif, le milieu communautaire. Je pense qu'on en fait déjà beaucoup plus de ce qu'on pourrait, en principe, être capable de faire. Mais il y a quand même il y a une limite. Il y a une limite, puis on ne se cachera pas comme partout au Canada et ailleurs, au Québec. Il y a, je pense, une difficulté de recrutement aussi. Donc, dans un service 24/7 mais c'est ça que j'allais dire, recruter dans un service 24/7. Parce que nous, ce sont des intervenantes, ce sont des femmes seulement, qui vont, elles aussi, avoir du soutien familial, parfois même prendre soin de leurs parents. Donc, des fois, on n'est pas capable d'offrir comme on voudrait tous les services, par exemple, les sensibilisations auprès des entreprises ou dans les écoles. On aimerait ça. Des fois, ils nous appellent, bien, quand est-ce que vous avez de la place? Oups! Donc, on met tout en œuvre, mais effectivement, on aimerait ça pouvoir donner vraiment davantage. Bien, ça doit être un enjeu de trouver des personnes qui veulent travailler de soir, de fin de semaine. C'est le recrutement. De nuit. Oui, bien, tout à fait. C'est ça. Fait qu'on essaie d'être créatif. On a changé des postes. On a créé des postes qui sont que de soir, mais du lundi au jeudi pour permettre que tu as tout un week-end. Mais effectivement, ça apporte beaucoup travailler dans un milieu de vie 24/7, mais ça demande beaucoup aussi. Donc oui, il y a des chiffres de soir, il y a des chiffres de jour, mais il y a des chiffres de soir et effectivement de nuit. De nuit. Puis il faut s'assurer Ben bravo. Ben merci. On change de question? Oui. À toi. On rebrasse. On brasse le dé. Écoute, on garde la même formule. On brasse... Rêve. Bon, c'est le fun, c'est ça. Fun, ça. Ben, tout est le fun. Tout est le fun. Moi, je dis ça à chaque question, là, honnêtement. Si on fait un montage de toutes les fois, je dis « Ah, ça, c'est le fun. Ah, c'est une belle question. C'est une belle catégorie. »
Ah, ça, c'est intéressant quand même, par contre. Comment imaginez-vous votre organisme dans 5 ou 10 ans? En plus, parce que mon petit doigt me dit que la volte-face ne manque pas de projet. Effectivement. Donc, ça doit être quand même facile. Peut-être pas facile, là, mais de projeter, la question, il y en a des projets. Beaucoup. Oui, c'est ça. Tu sais, on a quand même déjà commencé à en parler. On veut construire et donner des services dans ce qu'on appelle une maison de deuxième étape. Okay. Une maison de deuxième étape, c'est pas une deuxième volte-face. C'est qu'après être passé à la volte-face, il y a encore des femmes et des enfants qui sont pas en sécurité. Okay. Des fois, ça peut être le harcèlement se poursuit. Il y a encore des risques que l'ex-conjoint trouve l'appartement. Puis, on se le cachera pas, c'est très difficile présentement de trouver aussi du logement. Ah ben oui, juste l'accès à la propriété, logement, peu importe. Surtout avec un revenu réduit. Puis en plus, trouver un logement sécuritaire, il y a des délais pour les HLM. Donc, une maison de deuxième étape, c'est des unités d'habitation. C'est pas comme à la volte-face où il y a des chambres, puis c'est tout collectif. C'est vraiment... ton environnement à toi. C'est ça. Donc, on rêve vraiment... on a un projet en tête, je l'ai annoncé publiquement, on a déjà trouvé le terrain là, qui est secret aussi. Ça serait peut-être de 8 logements. Un peu, on n'appellera pas ça des logements parce que c'est vraiment une période transitoire. C'est à moyen terme. Fait que c'est des 4,5, des 5,5, des 3,5, qui seraient sécurisés. Il y a certaines mesures moustiquaires anti-intrusion, système de caméra, parce qu'il reste que c'est encore des femmes et des enfants en danger. Ouais. Et il va y avoir du personnel intervenant là-bas, mais pas 24 heures sur 24 comme dans une maison. Du personnel qui va être plus d'après-midi et de soir pour rencontrer les femmes, parce qu'il y en a qui retournent sur le marché du travail. S'assurer de la transition, là, de je passe dans un environnement où est-ce que là, j'étais logée, nourrie, j'avais des intervenants toujours 24/7. Tout était puis là, comme... Puis on se le cachera pas, dans une relation de violence conjugale, il y a aussi être privé de sa liberté, mais il y a des personnes pour qui elles n'ont jamais pu gérer elles-mêmes leur budget. Donc, apprendre certaines bases que peut-être tu n'as pas eu l'opportunité encore. Tout à fait. Donc, des fois, ça peut être comme insécurisant. Puis on a encore besoin, je dirais, d'être accompagné en quittant la volte-face. Ben oui. Donc, notre projet qu'on rêve fortement, on fait des démarches, mais c'est un projet de longue haleine, c'est vraiment d'avoir une maison de deuxième étape. Sur place, évidemment, c'est ça. Il y a de l'intervention, il va y avoir des intervenantes qui vont être là, il va y avoir du soutien pour les enfants aussi. C'est une possibilité aussi pour les femmes et les enfants qui seraient là d'avoir des rencontres aussi encore communautaires et de groupe, parce que la violence conjugale, en parler un à un, c'est une chose. En parler entre femmes, c'est encore mieux, parce que on peut se parler de où est-ce qu'on est rendu, ce qu'on a trouvé comme piste, comment moi je suis passée par là. Donc, c'est vraiment le mais facteur ça doit créer groupe. Un certain aussi mouvement de solidarité. De solidarité, effectivement. De pas se sentir seule. Ça doit être des... Mais là, tu sais, j'ai pas d'expertise en violence conjugale, mais j'imagine que c'est des femmes qui doivent se sentir tout le temps comme... C'est la seule à qui que ça arrive, en quelque sorte. Même si on sait que ça arrive à d'autres mondes rationnellement, mais émotionnellement, tu vas comme... T'en connais peut-être pas dans ton entourage. C'est ça. Puis de un peu légitimer, OK, je suis pas la seule à vivre ça. Il y en a qui sont rendus à telle étape. Donc, c'est vraiment aidant. Aussi, bien, tu sais, cette maison-là ou ces unités d'habitation-là, bien, il va y avoir des pièces d'intervention, mais aussi une cuisine communautaire pour pouvoir, des fois, me mettre en commun, parce que, bon, il faut que je travaille mon budget, faire des choses ensemble. Donc, c'est vraiment un gros projet qu'on a. C'est un beau projet. On y travaille là, actuellement. Puis ça servira pas juste à nos femmes hébergées à la volte-face, là, qu'elles quittent. L'idée, c'est qu'il pourrait y avoir aussi des femmes qui doivent déménager de milieu parce que c'est pas sécuritaire. Donc, elles pourraient provenir d'une autre maison d'hébergement, mais elles viennent s'installer à Victoriaville. Donc, c'est un entre-deux. Nos règles sont pas encore toutes définies parce qu'on n'a pas créé la maison. Non, c'est-tu un système qui existe déjà? Ça existe déjà. Au Québec, il y a environ, là, présentement, je pense, c'est autour d'une 50aine de maisons au Québec. Puis on est membre, ça s'appelle de l'Alliance des maisons de deuxième étape, qui nous accompagne dans ce projet-là. Mais effectivement, c'est un gros projet. On va aller chercher des grosses subventions, des dons de la communauté, puis il faut tout construire, là. Fait qu'on parle d'un rêve, mais quand même un projet tangible. Là. C'est un rêve qui, je pense, va devenir réalité, là, honnêtement. Je pense qu'on va peut-être tendre plus, on vise là, d'être plus de 5 ans que 10 ans, honnêtement, mais c'est tout aussi le processus de construction et tout ça. Donc, pour l'instant, ça serait notre rêve là, à moyen terme. Bien, c'est parfait, ça. Puis j'ai envie de te demander, Julie, qu'est-ce
qu'est-ce que tu as envie de dire sur ta mission d'organisme? Peut-être quelque chose qu'on entend moins cliché, donc c'est comment la violence, les féminicides, c'est pas dans... C'est toute la... Mais toi, là, en tant que direction, depuis toutes ces années-là, qu'est-ce que tu dis que c'est ça que tu voudrais que le monde entende, qu'il sache? Bien, beaucoup vont nous dire, mais comment ça, je sais que ça a l'air stéréotypé, mais comment ça prend autant de temps quitter, ça fait 3-4 fois à retourner. Le monde, ils comprennent. C'est dur à comprendre. La violence conjugale, c'est d'abord parce que tu es une relation amoureuse. Cette personne-là, tu l'as aimée, il y avait des choses qui ont fait que tu as décidé d'être en couple avec cette personne-là. Donc, c'est pas comme être avec son voisin puis dire, il y a eu des gestes de violence. Faut comprendre aussi qu'il y a du contrôle. Il y a des personnes qui vont rester dans la relation parce que c'est trop dangereux quitter. Le moment où on quitte, c'est le moment le plus à risque. Encore plus que quand on est dans la situation. Tu vois, ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont conscients de ça. Puis les féminicides, ils se produisent rarement dans la relation. Ils se produisent au moment où la femme a dit « je vais te quitter ». Ah, pour vrai? Oui. Et souvent, quand ils nous appellent et elle dit « je vais le quitter », on met des filets de sécurité. Ou quand elles ont quitté. Dernièrement, malheureusement, il y a eu des cas de féminicide. La femme, elle était plus. C'est l'ex-conjoint depuis plusieurs mois qui prenait pas la rupture, qui passé un féminicide. Puis même, des fois, les féminicides, pas juste les féminicides, mais l'ex-conjoint peut dire, dernièrement, il est arrivé une situation où il s'en est pris, il pensait que c'était le nouveau conjoint de cette femme-là. Donc, la violence conjugale, ça touche pas juste les femmes et les enfants, mais toute la communauté. Puis ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'on peut aussi, sur la ligne d'écoute, soutenir un frère, une sœur, un oncle qui se questionne, un employeur qui dit « Écoute-moi, tu sais, on sait que la loi, elle a changé, les employeurs, ils doivent soutenir quelqu'un qui vit de la violence conjugale. » Ils peuvent nous appeler. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quelle modalité mettre en place. Les 2 personnes travaillent dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment je peux mettre des scénarios? Ils se présentent au travail. Donc, ils peuvent nous appeler puis qu'on regarde avec eux puis les accompagner. Parce qu'on a tout un rôle de prévention. En fait, on devient tous responsables. Tout à fait. On peut pas faire semblant, fermer nos yeux puis... Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'en profiterai quand même pour le dire, ce numéro-là de la ligne 24/7. Ben oui, en plus, on est à la conclusion. Donc, justement, c'est le moment parfait. Si tu as un numéro de téléphone, un site web, quelque chose à partager. C'est vraiment la ligne d'écoute qui est le 819-795-3444. On est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis vraiment, que vous soyez une victime, un proche, un employeur, peu importe, dans l'entourage, vous êtes tous déterminants dans la sécurité des victimes. Totalement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous appeler. Quel beau mot de la fin, Julie. C'est déjà terminé. J'espère que tu as apprécié. Ben oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup de nous en avoir appris là, sur votre organisme. Puis, on souhaite que ce rêve devienne réalité plus vite. Oui. Merci beaucoup, Mylène. Ça me fait plaisir. Merci à vous à la maison. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se dit à une prochaine émission. Bonne journée.